Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une formule que vous appréciez sur la chaîne, c'est-à-dire du gameplay commenté Pixelborn. Je joue des parties en off que je récupère et ensuite je recommente ma partie par-dessus. Je sélectionne entre guillemets quelques games parmi celles que j'ai record. J'ai pas joué pendant la période post-ban du chapitre 7, donc ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment poussé les cartes dans l'Orcana. Là, avec ce chapitre 8 qui est quand même pas mal excitant, qui a un petit peu modifié le format, ça me redonne très envie évidemment de m'y mettre. Et puis en plus de ça, ce week-end, vous le savez, sur la chaîne de l'Orcana France sur Twitch, nous casterons les championnats du monde avec T-Quick, Rofelos et PL. Le lien de la chaîne est évidemment en description et ça commence samedi à partir de 14h. Je crois que les premières games se lancent vers 15h. Bref, ça va être exceptionnel, pas mal de joueurs français qualifiés. On va passer un week-end de folie et moi j'avais vraiment envie de me remettre dans le bain. Je suis toujours l'actualité de l'Orcana de manière théorique évidemment, mais j'avais pas beaucoup pratiqué notamment sur la deuxième partie du set numéro 7. Donc là, j'ai remis un petit peu les mains dans le jus et je vous ai sorti un petit deck qui a reçu pas mal de support sur le chapitre 8. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en allant sur la boutique labellecarte.fr et en faisant vos achats Disney Lorcana. On a de tous les sets récents qui sont disponibles, avec notamment du chapitre 8 et du chapitre 7. N'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez acheter vos displays Lorcana. Bientôt, le chapitre 9 Fable sera en précommande, on vous tient au jus évidemment. Pour tous ceux qui auraient jamais passé commande dessus, vous avez le code ValetPL 2025 qui vous donne 5% de réduction sur votre premier panier. N'hésitez pas, merci à tous. Bon, tant qu'à faire, comme on propose du gameplay papier ici avec Pixelboard, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire aussi la deck tech en papier et vous montrer donc le deck ici à la main. J'ai décidé de jouer et de tester Amber Steel aggro, donc je vais pouvoir vous partager des games que j'ai record sur Pixelborn. C'est la première fois que je jouais le deck. J'ai joué Amber Steel Song pendant quelques sets, notamment les premiers sets de l'Orcana. J'aime bien la nouvelle version offensive qui a commencé à apparaître sur les chapitres précédents, notamment avec la base mine des nains. Ici, out la mine des nains, bienvenue Rhino. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la decklist. Donc comme toutes les decklists, évidemment, on a un certain nombre de drop 1. Les drop 1 qui nous permettent de chanter les chansons que sont Cendrillon et les drop 1 qui nous permettent de faire la course au lore, notamment les Daisy. C'est toute cette base-là offensive de ce deck qui nous permettent de passer en dessous les decks bleu-rouge notamment. Ici, on a le nouvel ajout du chapitre 8, le petit poteau Rhino, qui est un drop 1 qui sert de support à altération pour le très bon Rhino que vous allez voir plus tard, mais qui, au-delà de ça, en plus, est capable de baisser la force d'un personnage adverse pour prendre un petit trade favorable plus tard dans la partie. En vrai, ça peut être intéressant. Ici, on va arriver directement sur les drop 2. Alors, les drop 2, on en a plein dans ce deck-là. Ça va synergiser avec la nouvelle Lady qui est arrivée dans le chapitre 8. Et puis surtout, c'est ou des cartes d'agression ou alors des cartes qui vont être utiles au plan de jeu. Il y a plusieurs listes différentes qui listent plusieurs types de drop 2 différents. Comme je ne savais pas exactement sur quelle liste me placer, eh bien j'ai décidé de faire un espèce de mix and twist des différents drop 2 pardon, qui étaient joués actuellement dans le format compétitif pour pouvoir me faire mon propre avis en les testant. Et peut-être que si jamais je devais rejouer la liste, je ferai quelques réassemblages dans la construction du deck. Les intouchables, ça reste SMI et Prof. Eux, c'est 4 exemplaires de chaque pour la draw et pour le lore. Il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre, maintenant, il y a débat sur les ratios de ces autres drop 2. Moi, j'ai décidé de partir avec 3 porcinés pour partir assez aggro et être capable de faire la course. Mais j'ai quand même décidé de paquer 3 Kaloun pour les mirror match ou pour eh bien, les decks qui vont passer par le board. La carte m'a souvent déçu, notamment contre les bases violettes qui ont beaucoup de cartes évasives, violettes et vertes actuellement. Donc voilà, un split 3-3 et ensuite j'ai fait un split 2-2 avec Lilo et Penny qui sont deux cartes que j'apprécie. Celle-là est mieux si jamais la méta est très dépendante du board parce que ça vous permet de protéger une carte sur votre board. Lilo est bien mieux si vous affrontez des decks bleu-rouge, des decks qui veulent grinder parce que Lilo ça permet d'avoir un peu de résilience en late game. Bref, j'ai fait un split 2-2 mais en fonction de votre méta, qu'elle soit locale ou alors du méta compétitif, vous pouvez passer à 4 Lilo ou à 4 Penny en fonction. Là je voulais vraiment proposer un assortiment. L'autre drop 2 du deck, mais qui est aussi un drop 4, c'est notre ami Rhino, bien évidemment, qui s'altère sur la fameuse petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça permet de faire tour 1 Rhino, tour 2. On altère avec ce 4-3 résiste 2 qui prend automatiquement le board et qui chante bien les chansons. La carte est très puissante. Dans le pire des cas, vous pouvez la jouer pour 4 à la main. Elle tient quand même très très bien le board. Ça fait partie des sorties un peu goldées du deck de pouvoir enchaîner tour 1 dans tour 2. Donc plutôt très très bonne carte. En tout cas, c'est vraiment un des ajouts importants de ce set numéro 8.
L'autre ajout hyper important, eh bien, c'est Lady avec la pléthore de drop 2 et d'options qu'on a dans le deck. Bah, Lady, ça nous permet d'avoir littéralement 4 de l'or et potentiellement entre 3, 4 ou 5 de stats pour seulement 3 mana, hein. Ça va vous coûter une carte de plus dans votre main, certes. Mais par contre, ça va vous permettre en termes de tempo de prendre un avantage de fou, hein, de 2 pour 3, qui joue un drop 1 ou 2 de votre main. Donc parfois, vous allez jouer un drop 1 qui sera Daisy, mais vous aurez quand même proposé 4 de l'or pour seulement 3 de coups, ce qui est quand même hyper avantageux. Et d'autres fois, vous allez vous régaler et proposer un SMI par exemple. Et là pour le coup, la carte propose des mathématiques qui sont totalement délirantes. Ensuite, on continue avec Pat, la partie disruptive, hein. On est toujours très content d'avoir Pat. La plupart des match-ups vont jouer des actions. Donc Pat, ça peut vous sécuriser un tour et protéger votre board. Moi, j'ai décidé de jouer Lorenz parce que je trouve que la synergie avec Réponse est très bonne. Lorenz, en gros, c'est une carte qui, contre les decks rouges, ne prend pas 6 sous ou les effets de destruction en fonction de la force. Ça permet aussi, avec ses 4 d'endurance, d'aller se cracher dans des personnages adverses pour piocher avec Réponse. Réponse est probablement une des meilleures cartes du deck, si ce n'est une des meilleures cartes de l'Orcana, qui va nous permettre de piocher beaucoup de cartes et de soigner le Laurence. Donc juste pour l'association de ces cartes-là, je sais qu'il y a des gens qui ne jouent pas Laurence dans leur deck. Moi, j'avais quand même envie, sur la première version que je testais du deck, de remettre cette association bien connue et plutôt intéressante. De plus tôt ici pour remplir les ratios. J'étais à 58 cartes au moment où j'ai décidé de soumettre cette decklist-là pour la vidéo. Il fallait que je trouve 2 cartes. J'aurais bien testé les nouveaux dingos légendaires, mais je les ai pas commandés malheureusement. Ces dingos du 7-8 qui sont ma foi fort intéressants. Du coup là je suis parti sur Pluto. C'est une carte qui permet de protéger le board, qui est pas trop mal, qui développe pas mal de stats et qui a un petit effet rempart. On prend, on teste et enfin à la fin, classico, les 8 chansons. Il y a aussi des listes qui jouent Zeus parce que c'est chantable par notamment Réponse et Rhino. Le problème, c'est que quand t'as pas réponse et Rhino, Zeus, c'est un peu une carte morte en main. Évidemment, en mirror, si tu attrapes le Rhino de ton oppo, c'est trop bien. Ça gère aussi les Tamatoa. Je sais pas si c'est l'optique du deck. Je sais pas si le deck est pas juste aggro et veut faire la course et s'il a vraiment la place pour des Zeus. La question se pose. Peut-être qu'il faudrait, à la place de ces deux plutôt, avoir 2 Zeus et monter à 10 le compte de chansons. En vrai, ces listes-là, elles sont pas du tout figées. Il y a beaucoup de flex spots et elles vont tendre évidemment à s'améliorer, en tout cas à s'affiner avec le metagame. Je vous mettrai le lien de la decklist Dreamborn directement pour ceux qui la veulent en visuel dans la description. Et maintenant, place au gameplay. On n'oublie pas juste avant le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement à la chaîne. Ça nous soutient, c'est hyper utile, donc pensez-y. Merci à tous. Bon gameplay. Allez, on est parti pour se commenter du petit gameplay. Là, on est sur la phase de Mulligan. J'ai accéléré un petit peu les vidéos, ce qui, du coup, devrait rendre le match plus rapide. Donc ça, c'est plutôt cool. On voit ici que je vais garder 3, lancer 4. Je ne sais pas ce que j'affronte. On est sur du BO1 ici. Mon adversaire jette toute sa main, je crois. Ça, de ce que je vois. Je le rappelle, hein, ces matchs ont déjà été joués. Je recommande juste par-dessus. Ça me permet, moi, de revoir mes parties, expliciter plus facilement mes plays que si jamais on était en train de parler pendant qu'on jouait contre quelqu'un d'autre. Et on est parti, c'est moi qui vais commencer. Encre Penny, on dépose Rhino, qui est un petit peu la nouvelle carte de ce chapitre 8. C'est un bon start parce que si jamais je fais Rhino tour 1, c'est que j'ai Rhino tour 2 hein, pour le coup, pour pouvoir altérer. Mon adversaire joue violet, donc s'il joue pas violet-gris, il y avait de grandes chances qu'il ne puisse pas gérer ce Rhino-là et que je puisse du coup alter dès le tour 2 pour prendre l'ascendant sur le board. Hein. On va en créer une autre Penny ici et altérer directement sur Rhino. On prend 2 de l'or et la course est lancée. Et là, surtout pour mon adversaire maintenant, s'il joue violet-gris, c'est très difficile pour lui d'aller chercher le Rhino avec ses 5 d'endurance, en tout cas ses 3 d'endurance plus le résiste 2. Mon adversaire joue vert-violet. Maintenant, on est au courant. Et il va nous faire une petite Ursula. Ursula qui va pouvoir toucher plus ardent que le feu des volcans. Je ne savais pas exactement ce qu'il jouait, vu qu'il m'avait montré du violet. Donc, j'ai pas ancré ma chanson. Si on avait su qu'il jouait potentiellement vert violet, on aurait ancré cette chanson autour d'eux pour shift le Rhino. Et on aurait gardé Penny, histoire de ne pas lui donner de cible à Ursula. Le problème des Game 1, on ne peut pas trop savoir. Ce qui aurait pu nous orienter, c'est qu'en ce moment, dans le metagame, il y a quand même plus de vert violet que de violet gris. Mais soit. Ici, on développe mouche. On prend 2 de l'or. On est à 3 d'encre et on passe le tour.
Là, notre adversaire, il fait quand même pas la meilleure sortie de sa vie. Il fait rien tour 1, il n'y a pas de shift Diablo tour 2. On est plutôt tranquille. On voit qu'il a probablement un peu abandonné l'idée de shift Diablo parce qu'il ancre son petit Diablo. Ok, non, il nous repart sur un Diablo bicolore qui, lui, est une carte offensive plus 2 évasive. Ça lui permettra d'aller prendre des bons trades, je suppose. Ouais, là, il me la montre. Je lui demande quel est le texte exact de ta carte, s'il te plaît. Mon adversaire n'était pas français, donc... En plus, il me montre une carte qui, je crois, est même pas en anglais. Bon, finalement, j'ai été voir sur Internet. Offensive plus 2 évasive. Comme j'ai pas joué pendant le set numéro 7, notamment post-ban, et que je reprends en 7-8, c'est pas une carte que j'ai beaucoup affronté, ce Diablo bicolore. Donc là, mes options, c'est de continuer à faire la course. Globalement, j'ai pas trop d'intérêt à rester dégagé. Je pense que je continue à prendre mon lore. On passe à 8. Ici, on fait patte. On va pas ancrer la 4e encre. On sait que notre adversaire, il joue 10 cartes. C'est quand même important de garder un certain pool de cartes en main. En fait, on a deux options. Ou on vide notre main pour éviter les effets de draw sur un prince-Jean, ou on garde plusieurs cartes en main pour que sa discard ne puisse pas aller chercher les cartes spécifiques que l'on voudrait garder. Et là, je suis un peu dans le plan, ok, on va juste agresser, on va faire patte, on va pas ancrer pour se retrouver avec une seule carte en main. On va garder on va garder deux cartes en main, comme ça on aura le choix sur la discard si jamais il venait à faire un prince-Jean avec une cruelle diablesse dans le spot. Ici, il développe plutôt un crabe, ce qui va nous permettre de conserver nos cartes en main. Crabe sur Diablo, ça développe 6 de patates et ça va pouvoir trade Rhino, donc c'est une relativement bonne réponse pour lui. C'est son meilleur moyen de solutionner ce Rhino sur le board. Donc il est plutôt content ici. Je lui montre toujours avec le petit dé que j'ai deux cartes en main, histoire que ça soit assez lisible pour lui. On prend un de l'or avec cette Ursula, qui effectivement accomplira pas beaucoup mieux. Hop, et il me passe le tour, c'est à moi. Ici, qu'est-ce qu'on va aller jouer, qu'est-ce qu'on va aller ancrer? J'ai tourné ces gammes il y a un petit moment, donc je me souviens plus exactement. Et comme j'ai pas accès à mes cartes en main, il faut que j'essaye de me souvenir. C'est le 2 de l'or qui part. Ah oui, j'ai une réponse. En fait, j'avais une réponse en main, j'ai la deuxième qui est montée. Ici, j'ai l'opportunité de soigner 2 de Monsieur Mouche, qui est plutôt pas mal, de continuer à avancer en lore, de me refaire une main. Donc là, même si jamais il a une mécanique de discard qui se met en place, globalement, j'ai des options et ça, c'est plutôt cool. On va quand même mettre le petit dégâts sur mouche qui pourrait alimenter une prochaine réponse, donc plutôt très bien. On passe à 9 de l'or, on a 5 de l'or sur le board, mon oppo a que crabe. C'est pas si mal. Ici, on est dans un spot qui est plutôt pas mal. Il va chanter. Il va chanter pour aller chercher des options. Ça me va plutôt bien. Ça veut dire que c'est un trade en moins qui est pris. Il pourra pas jeter son crabe dans une de mes cartes. Il aurait pu avoir une séquence genre encre, Elsa, je tape réponse, crabe dans patte, et plus 3 sur Elsa, Elsa tape réponse, ça m'aurait pas mis très très bien. Là, il est obligé de jouer drop 1 pour développer Merlin Renard, taper Smee, qui était déjà blessé en plus, ancré pour rejouer son drop 1. Ce que j'estime ici être un tour plutôt faible au vu du nombre de cartes que j'ai en main et du board présence que j'ai. Donc ça me va très très bien. Je préfère ça par rapport au tour que je vous ai cité. On va se prendre le petit 3 de l'or. On est à 4 cartes en main ici avec la draw. Vous avez compris, l'idée maintenant c'est de push. En gros, on est largement devant au lore. Le late game, il sera pas forcément pour nous parce qu'il a des mécanismes de pioche beaucoup plus puissants que les miens. Donc maintenant, on veut fermer, plier rideau, fermer la boutique, passer en dessous, mettre le plus de points possible et espérer l'emporter au lore. Kaloun, c'est pas mal parce que s'il décide d'incliner son board, que ce soit pour prendre des trades favorables ou que ce soit pour prendre du lore, Kaloun, ça peut venir punir dès lors qu'il n'y a pas d'évasive. Et ce piglet, globalement, faut aller le chercher sous peine de prendre 3 de l'or ici. Et globalement, avec la curve de mon dex, même s'il arrive
à double trade, réponse et le pat, j'aurai toujours le loisir de développer n'importe quelle carte de mon deck le tour d'après pour pouvoir prendre 3 de l'or avec un porcinet. Donc effectivement, sa meilleure option ici, c'est Elsa pour taper, engager porcinet, donc Piglet, et ensuite aller le trade. Donc là, voilà, il fait une petite séquence à base de Elsa, Crabe pour aller gérer mon pat et mon porcinet. Ce qui est pas si mal. Ce qui est pas si mal. Là, ici, il décide de mettre 2 dans ma réponse. Je comprends pas trop cette action-là. Je suis pas sûr que ça soit hyper bien. Ça me donne l'opportunité de top deck une réponse supplémentaire et du coup d'enfoncer un petit peu le couteau en termes de carte advantage. Parce que là, son seul espoir, globalement, c'est que je me retrouve au top deck, que j'ai plus d'options et qu'il ait réussi à récupérer le board. Et avec ses potentialités de draw et notamment la puissance du violet, il pourrait venir fermer définitivement le late game. Mais comme il me laisse des options d'avoir des cartes en main, j'aime pas trop cette attaque sur réponse. Bon, on va juste courir, on passe à 15 ici. Je pense qu'on va juste repeupler le board. Quand tu sais que tu affrontes vert violet, tu as l'avantage de savoir que tu vas pas te prendre d'antimètre de masse. Il n'y a pas de board sweeper. Donc tout le board que je dépose, c'est globalement potentiellement du lore sur les tours suivants. Donc là, on n'a aucune raison de conserver de la carte en main. On met tout. Donc là, on a fait encre, on joue 2 cartes, on a 0 carte en main, donc du coup, toute la base discard ne fonctionne plus. Et mon adversaire concède ici sur cette première game. Allez, on est parti sur une game ici avec un autre adversaire qui, cette fois, celui-ci était français, donc beaucoup plus simple pour la communication, très sympathique au demeurant. On a pu pas mal échanger. Ici, on est sur la game 3 d'un BO3. En gros, j'avais lancé en hardcore ranked. Je ne peux pas vous montrer le BO3 complet parce que j'ai des bugs de record sur la game 2. Mais du coup, on est en game 3. Ça veut dire que mon adversaire et moi-même savons ce que joue l'autre. Et en plus de ça, je sais que c'est mon adversaire qui a le play. Donc ça va quand même pas mal conditionner à la fois mon mulligan et à la fois les plays que je vais proposer dans la partie. Allez, c'est parti, je vous lance le record. Je lui donne la main sur le soft vu que c'est lui qui a perdu la précédente. En gros, il a gagné la game 1, j'ai gagné la game 2. Et donc c'est lui qui commence la game 3. Je vais garder 5 et jeter 2. J'ai une main de mémoire qui peut pousser beaucoup de dégâts. Et je sais que mon adversaire, je vous le spoil, joue vert violet. Et donc, de par le fait que l'adversaire joue vert violet... Ah non, c'est pas ça. C'est en game 2 où je garde une main qui pousse beaucoup de dégâts parce que je sais qu'il joue vert violet et que du coup son early game va être très peu orienté dans la gestion, mais plutôt il va essayer de se setup pour générer un maximum de value et ensuite reprendre l'avantage. Du coup, si jamais j'ai des mains à base de Piglet et compagnie, je peux, de manière spéculative, un petit peu partir sur une main full agressive avec des Daisy, des Piglets et compagnie pour rentrer un maximum de l'or avant qu'il soit capable de stabiliser. Sauf qu'en fait, là, moi, je suis sur la draw. Donc, je vais plutôt chercher une main réactive et notamment une main qui peut battre Diablo. Je vous amorce tout ça parce que les premiers tours vont être hyper déterminants en termes de choix de ce que je garde en main et de ce que je décide d'ancrer et de jouer. Et donc, comme je suis sur la draw, que mon adversaire fait tour 1, petit Diablo, je m'attends spécifiquement, à ce qu'il puisse me faire shift 2 Diablo au tour 2. Et là, ça commence déjà très très mal parce qu'il peut commencer à générer du card advantage. Donc j'avais l'option de partir très all-in, comme ce qui est plutôt recommandé dans le match-up, ou alors j'avais l'option de garder une main plus interactive avec Chanson et Cendrillon, sauf que les mains Chanson, elles sont très bien, puisque c'est les mains qui gèrent Diablo, mais en même temps, elles se font attraper par Ursula. Donc vous allez voir, on prend des choix peu communs ici. Donc là, je lui révèle ma main, ça tombe bien, ça me permet de vous la révéler également. Et donc on garde cette main ici. Dans la main qu'on a gardée, on a gardé Cendrillon et plus ardent que le feu des volcans. Alors qu'initialement, on ne veut pas forcément nos chansons contre les jeux verts. Mais là, je me dis Cendrillon et plus ardent, ça m'offre la possibilité au tour 2 d'attraper son Diablo si et seulement si il n'a pas Ursula. J'avais l'autre option sinon de partir sur Daisy et commencer à l'orer. Et donc là, l'option que je prends, c'est une option un peu high risk, high reward. En gros, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je suis sur la draw. Mon oppo, il est en train de me faire la God sortie, hein, donc la sortie Diablo. Ça veut dire que je suis théoriquement déjà derrière. J'ai la possibilité de tourner autour d'Ursula et de partir sur un plan Daisy. Ou alors de prendre en compte
que je ne gagne probablement pas cette game s'il a une Ursula et si je ne développe pas une gestion rapide à Diablo. Donc je prends le risque de rentrer dans sa Ursula qui m'enlèverait la chanson de ma main en faisant tour 1 Cendrillon passe. Et si jamais il fait bien ce que j'attends, c'est-à-dire Diablo, mais qu'il ne fait pas Ursula, je peux gérer directement le Diablo le tour d'après avec plus ardent que le feu des volcans. Mon adversaire connaît ce plan-là parce qu'il a connaissance de ma main et m'interroge au moment où je vais jouer cette Cendrillon sur le pourquoi du comment je n'ancre pas ma chanson. Et je lui réponds, je sais très bien que tu peux avoir une Ursula, je m'en doute, mais je n'ai pas le loisir, je trouve, dans cette game, de tourner autour. Donc je vais acter que tu n'as pas cette Ursula. Je vais développer Cendrillon en espérant pouvoir attraper ton Diablo. Donc là, c'est un peu l'objet de notre discussion où je lui oppose ma théorie. Donc je fais bien Cendrillon et malheureusement, mon adversaire a Ursula. Donc mon plan tombe à l'eau. Il enlève ma chanson. Et si maintenant, il est capable de shifter Diablo, eh bien dans ce cas-là, high risk, high reward. Mais là, c'est le côté risque qui se fait sentir. Là, on continue à discuter de mon play. En gros, lui aurait été plus conservateur et aurait juste ancré la chanson. En fait, ce qui m'embête à ancrer la chanson, c'est que dans ce cas-là, comme mon mulligan, c'est Cendrillon dans Plus ardent que le feu des volcans, si j'ancre la chanson, ça invalide mon mulligan. Il y a beaucoup de plays qui sont conditionnés à des choix préalables. En gros, si dans ma main je garde Cendrillon et Plus ardent pour sur la draw éviter de me prendre une sortie Diablo, si finalement je me dis bah en fait ça tourne pas autour de Ursula, je dois ancrer ma chanson, ça invalide le fait que j'ai gardé Cendrillon au mulligan et je préfère être jusqu'au boutiste en essayant de jouer sur la chance que mon oppo n'ait pas la sortie parfaite plutôt que de partir à la course alors que mon oppo il a développé Diablo quoi. Donc je prends ce risque-là et je suis puni et pas payé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Euh, c'est intéressant, j'entends qu'il y ait débat. Cela dit, maintenant que cette Cendrillon elle est développée sur le board, il y a quand même maintenant tous les top decks chansons qui rendent vivante ma Cendrillon et qui viennent invalider le Diablo de mon oppo. On va avancer un petit peu, hein, on a échangé justement sur toute cette situation. Ce que j'aime bien ici, c'est que, cela dit, je rembourse quand même assez facilement le retard que j'aurais pris à pas faire Daisy tour 1, parce que je double Daisy sur le tour 2, ce qui n'est pas une trop mauvaise option. Là, mon adversaire ancre Kronk. Ouais, je voulais vous la montrer cette game-là parce que je la trouve assez intéressante. En tout cas, il y a des choix qui, qu'ils soient bons ou mauvais, en tout cas, poussent à la réflexion et à l'argumentation. Et je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant dans le contenu. Ici, on a 3 manas gestion. Je pense que c'est une Daisy qui va aller bottom. Je crois que si j'étais lui, j'aurais bottom la Cendrillon parce que cette Cendrillon-là, tu l'as invalidée préalablement en enlevant la chanson. Mais si jamais je top deck n'importe quelle autre chanson de mon deck, bah, du coup, tu es un peu puni. Et vous allez voir, c'est ce qui va se passer, hein. Je trouve une de mes autres chansons et je vais pouvoir gérer ce Diablo, qui va quand même manger une petite carte, hein, piocher une petite carte sur ce perdu dans l'hiver. Mais finalement, je suis pas hyper mécontent de ma séquence. Je suis pas hyper content de ma séquence. Derrière, on développe Lady into Smee. On a nettement l'avantage sur le board. En plus, Daisy fait disparaître une cruelle diablesse. On a 7 de patates. Ouais, c'est ça, 7 de l'or sur le board. Franchement, ça se goupille plutôt bien. Et mon choix, qui a été invalidé au tour 2, se retrouve être récompensé au tour 3. Ce qui est plutôt une bonne chose pour moi. Ce choix de partir sur Cendrillon et de ne pas avoir ancré ma première chanson. Là, je prends un tic qui me fait défausser ma dernière carte, hein. Le problème de Lady qui joue Smith, c'est que j'avais plus qu'une seule carte en main, pour le coup. Donc je perds ce Monsieur Mouche. Là, je me retrouve au top deck. Le top deck contre Vert Violet, c'est pas si grave parce que du coup, ça invalide une partie de sa discard. Mais ça veut dire encore une fois que tu joues forcément avec le dessus de ton pack et que tu es un peu tributaire de toutes tes draws. Tu t'offres beaucoup moins d'options. Cela dit, comme j'ai pas mal de points sur le board, on y va, quoi. Là, je réfléchis à ce que je dois envoyer à la course et je décide de tout envoyer. Je sais pas si c'est très très bien. En fait, ma réflexion, c'est ok, cette Cendrillon, elle a déjà chanté. J'ai plus de chansons en main et il y a peu de chances que je top deck encore une chanson. Donc, s'il veut la trade, il met son tic dedans.
S'il met son tic dedans, ça veut dire qu'il gère pas un de mes loreurs à deux que sont Lady et Monsieur Mouche. Et cette Cendrillon avec d'autres volontés, elle se fait pas trade par la Ursula de mon adversaire. Pour le reste, les autres, je suis plutôt incité à envoyer tout, histoire de prendre un maximum de l'or le plus rapidement possible. Sachant que le late game est pas trop pour moi, il faut quand même que que je sois capable de clore la game, quoi. Cette fois-ci, Daisy lui donne une Ursula. Bon, Ursula qui a peu d'application ici. Et mon top deck est un Lorenz, ça tombe très bien. Je continue à rajouter des stats sur le board. On est à 9 de l'or sur ce board avec 9 de l'or dans la besace. Pour le coup, on fait le job ici. Il trouve une cric, ça c'est un peu gênant, parce que cric ça lui permet de prendre des value trades ici. Par exemple, le tic qui va invalider Daisy, c'est très très méchant. Et pareil, Ursula qui va invalider Lady, bah, ça détruit un petit peu le potentiel de l'or qu'il y a sur mon board. Donc vous avez vu, là, cette game, elle est cool parce qu'elle est hyper swingy en fait. Ça, l'avantage change d'un tour à un autre en fait. On reprend assez nettement l'avantage sur chacun de nos tours. Donc là, je suis au top deck. Voilà, le problème ici d'être au top deck, c'est qu'avec 3 d'encre et une carte en main, je suis un peu obligé d'ancrer une carte que je pourrais pas payer parce que si je la garde en main, ça valorise juste un effet discard de son côté et des effets discard, il en a plein dans son deck. Donc ce Rhino, j'ai aucun intérêt à le garder dans ma main, je suis obligé de l'ancrer et surtout, ça m'apportera des potentiels top deck Rhino ou réponse que je pourrais jouer pour 4 mana. Maintenant, ici, la réflexion, et vous allez voir, elle est un peu complexe. Je vais passer en x2 histoire de vous faire gagner un peu de temps. C'est est-ce que je dois 1 gérer son board, 2 gérer sa crique, 3 l'ignorer et partir en lore. J'ai plus de cartes en main, j'ai 4 d'encre et j'ai ce board-là qui du coup ne développe que 5 de l'or. Si je développe 5 de l'or ici et que je passe à 14, j'estime que globalement, derrière mon adversaire, il a trop de value trade. Il va pouvoir juste taper mon Lorenz très facilement et détruire mon Smith sans que ça lui coûte de grand chose. Donc je crois que je suis un peu obligé ou de prendre son board ou de prendre sa crique. L'avantage de prendre sa crique, c'est que ça me permet d'avoir un trade sur Tic avec Cendrillon qui est plutôt correct. Donc je vais faire Mouche Lorenz sur crique et Cendrillon sur Tic, ce qui du coup derrière ne lui laisse que Ursula qui ne peut pas venir trade ni Mouche ni Lorenz. Donc c'est le meilleur entre deux pour conserver l'avantage sur le board et un potentiel de l'or décent. Mais cette crique, elle m'a un peu gêné ici. On prend le temps de la réflexion, mais ouais, je vous ai annoncé le play, donc on y va. On met Cendrillon d'Antique et on passe. Game intéressante, hein. Quasiment tous les tours, il y a des options. Il y a toujours une option qui est meilleure que l'autre, mais ici on se prend trade sur Smee et Génie Draw, ce qui est pas si mal parce que ça lui permet de continuer à piocher des cartes tout en imposant un petit peu de board et un peu de l'or. Cela dit, ce qui est cool, c'est que ce Lorenz ici, en fait, il se fait pas blesser par Diablo qui a 0 de patate. Donc je peux partir facilement à l'aventure avec Lorenz, passer à 11. Si jamais il décide d'aller taper avec Génie dedans, bah, il perd son Génie. Et là, alors, je suis dans un... Je sais que la combo naturelle de Lorenz Rapunzel est hyper forte parce que ça nous permet généralement d'aller piocher plein de cartes. Mais ici, je crois que je suis pas là pour le battre à la value. Je pense que le late game est pour lui. Je pense que si je garde cette réponse et que je ne la joue pas alors qu'elle ne me fait pas piocher, eh bien, elle a juste le potentiel d'être défaussée par un effet de sa main. Et ici, sur ce board, j'aurai difficilement un Lorenz de toute façon qui est capable de se blesser tout seul, parce que la seule carte qui peut lui infliger des dégâts est son génie, mais son génie a évasive. Son Diablo, lui, ne m'inflige pas de dégâts. Donc comme cette réponse à T plus 1, je vois pas du tout comment elle est capable de me faire piocher des cartes, et que probablement, si je la garde en main, il va me la faire discard, j'impose juste 2 de l'or de plus sur ce board. Ça va avec le plan de la course. Mon oppo joue des lapins, ce qui est peu conventionnel dans les listes actuelles. Mais il me dit toujours apprécier la carte. Et bon, c'est une très bonne carte de l'Arcana. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et donc là, il commence à essayer de rattraper l'écart. Il prend 3 de l'or et il passe. Je passe avec mes 4 de l'or, donc je suis assez content. Toujours au top deck, hein. Maintenant, globalement, je vais finir la partie en jouant absolument toutes les cartes que je trouve. L'avantage, c'est que tout mon deck coûte 4 ou moins. Ici, on passe à 15 de l'or et on patte pour interdire la moindre chanson ou action. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, mon adversaire, là, il est dans le spot où il peut nous faire un très joli tour. Il va sacrifier Lapin dans Lorenz pour le blesser, ce qui va lui permettre maintenant de venir chercher Lorenz assez facilement. Probablement avec un génie ou alors avec une bête charge. Ouais. Il vient avec le génie. L'avantage qu'il aille avec le génie, c'est que du coup, il prend pas 2 de l'or, donc prend un peu de retard sur cette course. Et ici, par contre, il trouve une Elsa. Elsa qui vient blesser Pat. Ça, pareil, le côté je blesse Pat. Je peux comprendre qu'il a envie de faire le plus de ménage possible et que quand tu as 15 de l'or en face, bah, entre guillemets, chaque lore est un problème. Et c'est le cas, hein, parce que en ne blessant pas ce Pat, bah, potentiellement qu'il prendra un lore de plus le tour d'après. Mais en même temps, ça m'offre un top deck réponse. Donc je pense que mon adversaire est tout à fait conscient et qui joue en connaissance de cause. Mais j'aurais bien aimé piocher une réponse ici. Genre réponse, un ancrable et une daisy. Et là, ça nous met sur orbite. Bon, là, moi, j'ai pas d'intérêt à aller faire les trades, hein, globalement. Mon seul intérêt ici, c'est de balancer mes cartes sur la droite pour prendre 3 de l'or, passer à 18 et espérer que ma réponse puisse survivre. Il n'a pas de quoi aller gérer ma réponse pour l'instant. 3 cartes en main. Globalement, cette game, plus elle avance et plus elle m'échappe. Donc, il faut que je la finisse rapidement. Je décide de prendre 2, passe à 17, Piglet. Ah oui, non, c'est un peu plus sérieux. En fait, je top deck un Piglet. Piglet, c'est une bonne carte ici parce que ça me permet probablement d'aller chercher les 3 de l'or qui me manquent le tour d'après. Par contre, ça sous-entend qu'il ne faut pas que j'envoie Pat pour la raison suivante. C'est que si j'envoie Pat, il a un trade facile dessus. Et s'il a un trade facile sur Pat, pardonnez-moi, et bien dans ce cas-là, c'est plus simple pour lui d'empêcher mon porcinet d'avoir 2 autres compagnons sur le board pour pouvoir aller chercher les 3 de l'or. Donc là, mon plan, c'est ok, si jamais il arrive à gérer réponse, je top deck n'importe quel body, je prends 3 de l'or avec porcinet. Comme mon adversaire joue vert-violet et non pas violet-gris, c'est impossible pour lui de trouver des dégâts à distance sur ce pat. Donc maintenant, ses options, pour vraiment essayer de sécuriser ce tour-là, c'est tout simplement de gérer à la fois réponse et à la fois Pat, sachant que Pat, lui, n'est pas engagé. Et c'est pas une mince affaire, et ça m'offre littéralement l'étal sur n'importe quel top deck personnage. Sauf que mon oppo, il a de l'encre, et il a des possibilités en main. Il va crash, ici c'est bien joué de sa part, en manquant d'informations et surtout de solutions, il va crash un de ses diablos dans ma réponse pour aller piocher une carte. On commence par ça. Ici, je vais prendre Crabe sur Elsa qui gère réponse. Et malheureusement, il a la solution aussi à Piglet parce qu'il va pouvoir ensuite venir soigner la Elsa qui s'était auto-infligé des dégâts au préalable en allant taper sur Pat. Donc il avait peut-être anticipé ça sur 2 tours et c'est très bien joué de sa part. Parce que maintenant, en soignant cette Elsa, il est capable de gérer Piglet à distance. Et là, tout mon plan tombe à l'eau et c'est lui qui a le board, c'est lui qui a le lore, c'est lui qui a la tempo. C'est très compliqué pour moi. Ce pat, il va rajouter seulement un de l'or ici, donc on est très très loin des 20. En tout cas, mes chances de victoire s'amoindrissent totalement. On va passer ici à 18. On trouve un l'horreur à 2, donc on a encore l'espoir de potentiellement pouvoir clore cette game si mon adversaire n'a pas de gestion. Parce que lui sur le board, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'or, donc il ne passerait qu'à 16. Donc très bon top deck ici. Globalement, la plupart de mon deck sont des l'horreur à 2, donc c'est très simple d'en trouver un. Mais si jamais je trouvais un l'horreur à 1, cette game était automatiquement terminée. Là, il y a encore match. Donc il peut totalement ignorer mon pat qui ne génère qu'un seul de l'or. Par contre, il faut absolument qu'il trouve qu'il trouve un moyen de gérer Monsieur Mouche. Il prend full l'or et on fait juste Monsieur Mouche renvoyé dans la main. Et là, la tempo, elle est complètement renversée. Mon adversaire, il a l'étal sur board.
Moi, je n'ai qu'une seule carte en main, c'est un SMI. Je peux pas mettre les deux derniers de l'or. Et je tends la main à mon adversaire. GG à lui. Très très belle game, avec beaucoup de choix, beaucoup de décisions. Peut-être qu'en prenant d'autres choix, j'aurais pu la gagner. C'était assez intéressant. Je regrette pas vraiment mon play d'avoir pris le risque de partir sur une main réactive avec Cendrillon qui gère Diablo, quand bien même j'ai pris Ursula derrière. Parfois, on peut choisir la bonne ligne et ne pas être récompensé pour. Après, derrière, toute la suite de la game était plutôt sympa. Donc ouais, je voulais vous la montrer. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, c'est le but de l'exercice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous appréciez ces gameplays commentés sur Pixelborn. Si ça vous plaît, je continuerai à vous en faire. Sur les précédents gameplays commentés, vous avez plutôt aimé la formule, donc il n'y a pas de raison que j'arrête. J'ai commandé quelques cartes pour vous proposer d'autres decklists dans ce chapitre 8. Donc à mon avis, rendez-vous semaine prochaine pour un autre gameplay commenté. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.